Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monique Chim avec l'agence Moneymakers. Aujourd'hui, nous sommes avec Yann Leonardi, consultant Growth Marketing. Salut Yann, comment vas-tu ? Salut Moni, ça va et toi ? Ça va, très très bien. Merci beaucoup Yann de nous rejoindre sur cet épisode. Je vais te laisser te présenter. Avec plaisir. Donc comme tu disais, je suis consultant Growth Marketing, mais figure-toi que j'ai un petit laïus de présentation que je vais te faire. Que j'aime bien. Donc en gros, je suis un strategy growth créateur, marketing de YouTuber, c'est des analyses, des études de cas que je fais sur YouTube. Art appliqué podcaster, c'est le nom de mon podcast, où je fais venir des spécialistes de disciplines et on creuse ensemble leur discipline au regard du framework art. Et la grosse semaine envoyeur, ma newsletter de curation sur les contenus growth. Les meilleurs contenus growth que vous pouvez trouver, c'est chaque dimanche soir. Ok, super. On mettra tous les liens dans la description du podcast pour que les personnes puissent aller voir les contenus que tu produis de façon très régulière. Donc du coup, on va rentrer dans l'interview. Donc Yann, tu pourrais nous dire quelle est selon toi la différence entre le marketing B2B et le marketing B2C ? En fait, pour moi, il n'y en a pas tant que ça. Alors, mis à part pour des considérations de spam autorisé, on va dire, puisque tu as le droit de le faire avec les adresses pro, mais d'un point de vue stratégique, il y a des différences qui ne devraient pas exister. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir très souvent des façons de communiquer qui sont très fonctionnelles, on va dire, en B2B, et un peu plus sur l'émotion en B2C. Alors, c'est finalement assez lié on en reparlera après sûrement, au branding, mais en fait, on part du principe, et je ne sais pas trop pourquoi, que juste aligner une liste de features censées être meilleures que la concurrence va suffire comme levier marketing, et on passe totalement à côté du fait qu'on s'adresse à des humains, même en B2B, et que les humains, en fait, ils ont exactement les mêmes problématiques que ceux qui sont en B2C, c'est-à-dire que ils ont des besoins pas forcément avouables, des aspirations profondes, et en fait, il faut vraiment creuser. Pour comprendre qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui va faire que dans leur position, il va y avoir un déclencheur qui va les amener vers votre solution ou vers une autre en fait. Et c'est un truc qui finalement, et encore une fois, passe au second plan, mais tout ce qui va être user research est pas hyper développé en B2B, je trouve, et on cherche pas vraiment à savoir qu'est-ce qui motive au plus profond de la psychologie de son audience l'achat. Il y a un exemple moi que j'aime bien pour illustrer ça, c'est l'exemple d'une boîte que j'accompagnais et dont l'audience la cible était des responsables innovation. Donc on est typiquement dans un cadre B2B, donc on pourrait juste on fait des trucs habituels, on fait de l'outbound, on les contacte, machin, on peut même faire un peu d'inbound, voilà. Mais en fait, en creusant vraiment la psychologie de ce genre de personnes-là, en fait, on comprenait pas mal de choses. Et on comprenait que, en fait, le responsable innovation est par définition sur un poste qui est un peu fragile. C'est un peu comme comment ça s'appelle, happiness officer, on va dire. C'est des postes qui sont un peu remis en question sur leur utilité des fois par certains. Et le responsable innovation va avoir des problèmes politiques internes souvent, parce qu'il va vouloir faire passer des nouveautés, des choses comme ça, et il va se frotter avec l'équipe IT par exemple, et qui sont souvent un peu comment dire, on se sent un peu taquins, on va dire. Ils sont un peu butés et taquins. Alors je ne vais pas faire de généralité, mais les techs, ils ont tendance à
à penser que le responsable innovation est juste un emmerdeur, quoi, en très gros. Et du coup, après, il va y avoir des notions finalement de charisme personnel qui vont faire que il va être plus écouté que d'autres. Et finalement, le responsable innovation va se retrouver dans une situation où il est sur un poste un peu fragile, où il doit justifier de sa pertinence auprès de son N+1. Et en fait, bien sûr, on peut arriver avec une solution en disant c'est un truc qui va vous permettre de faire ci, faire ça. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que lui, ce qu'il a besoin, c'est d'outils, il a besoin de billes qu'il va pouvoir défendre pour imposer la solution, donc notamment face aux gens qui l'embêtent dans ses politiques internes habituellement. Il va avoir besoin de se faire mousser devant son N+1 pour justifier le fait que effectivement il est à sa bonne place de responsable d'innovation et qui porte bien sa mission. Alors évidemment je caricature, mais c'est important d'aller comprendre, même en caricaturant un petit peu, quels vont être les moteurs psychologiques de nos archétypes en fait. Et une fois qu'on a compris ça, en fait on va pas lui proposer exactement la même chose que juste ça fait ci, ça fait ça ma solution. En fait on va lui proposer tout ce qu'il a besoin pour défendre le projet en interne et qui va s'en servir pour lui être valorisé. Et du coup, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Et on n'a même pas besoin forcément, là pour le coup, d'aller dans le branding, bien qu'on en reparlera, mais le branding va permettre d'appuyer un peu plus la mission et de faire rentrer, on va dire, de créer une emphase entre la mission de l'entreprise et l'arc narratif de notre personnage, parce que finalement notre cible c'est un personnage qui a son propre arc narratif et qui a sa propre mission, et pour le coup évidemment avec un branding on va pouvoir créer des emphases entre les deux missions, mais même sans la couche de branding en fait on comprend que c'est pas exactement les mêmes mécaniques qui vont faire que on va vraiment pouvoir toucher des déclencheurs beaucoup plus profonds et même qui sont pas forcément conscients. Voilà. C'est aller creuser, Alors après, il y a une méthode de user research qui est les 5 why. Je sais pas si tu as entendu parler de cette méthode-là, mais où on va répéter pourquoi 5 fois de suite, en sous-entendant qu'à la 5e fois, ça y est, on a la bonne réponse. Bon, encore une fois, ça c'est une méthode dont on peut s'inspirer. Évidemment, il ne faut pas répéter 5 fois pourquoi, c'est chiant, c'est n'importe quoi, mais on comprend que il faut creuser dans ce sens-là. Quitte à répéter 5 fois le pourquoi, pour vraiment essayer de lire entre les lignes de ce qu'il va bien pouvoir nous raconter. Et une fois qu'on a vraiment rencontré beaucoup de gens, qu'on les a beaucoup fréquentés, on va finir par comprendre ce qu'ils ne peuvent pas vraiment avouer, ou alors qu'ils ne sont pas conscients. Voilà. Et ça, c'est ce qui manque, et ce qu'on va pas forcément creuser, parce que des fois, quand on est... je vais prendre un exemple de solution B2B qui va être sur un peu un océan bleu à l'instant T. Un océan bleu, c'est qu'il n'y a pas forcément de concurrents, par exemple. En fait, on se dit, on s'en fout, en fait. On a juste à faire une solution qui répond fonctionnellement à un besoin, et comme il n'y a personne d'autre, de toute façon, ça va le faire. Mais ça, c'est un peu faire fi de toutes les problématiques qui vont arriver par la suite. C'est-à-dire que si ça marche, du coup, il va y avoir des concurrents qui vont arriver. Et puis, du coup, on va être confronté à qui répond le mieux aux besoins profonds de l'audience. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, en B2B aussi, c'est qu'on a tendance à se dire, j'ai trouvé un product market fit parce que il y a plein de monde qui s'intéresse à ma solution et qui achète. Mais on oublie un framework aussi qui est vachement important, qui est le concept de crossing the chasm. Donc, je ne sais pas si tu es familier avec ça, mais c'est un concept qui explique que, en fait, tu vas avoir dans la proposition d'une nouvelle solution technologique, tu vas avoir d'abord des innovateurs qui vont venir et qui vont être hyper intéressés, et du coup qui vont acheter ta solution parce que c'est des innovateurs, et pas parce qu'ils sont intéressés par ta solution, mais parce qu'ils sont intéressés par le fait que c'est une innovation. Après, tu as donc les early adopters, donc ça va être les premiers qui vont vraiment être intéressés par ta solution, mais qui sont encore une fois des gens qui ont tendance à être un peu avant les autres par nature. Et après tu as un chasm, donc un gros gap,
et qui fait que tu peux trouver ton product market fit sur les 2 premières phases, et une fois que tu as fini cette audience-là, et ben, tu peux avoir beaucoup de difficultés à trouver le marché un peu plus large. Alors je me souviens plus comment ça s'appelle dans le truc. C'est pas Early Majority ? Oui, c'est ça, Early Majority, exactement. Et pour le coup, il y a quand même beaucoup de boîtes, et notamment en B2B, qui justement ne font pas l'effort de chercher plus que ça, qui se disent ça marche puisque voilà, j'envoie mes trucs et j'ai un super taux de conversion et tout. Sauf qu'une fois que tu as fini les innovateurs et les early adopters, comment tu fais pour passer le gap et avoir la early majority? Et là, tu te retrouves avec des gens qui vont te dire, bah, en fait, on a perdu notre product market fit, tu vois. Et en fait, c'est juste parce qu'ils n'ont jamais creusé suffisamment dans la psychologie pour comprendre quelles étaient les aspirations profondes, en fait. Il y a un podcast, c'est un podcast de Alexandre Bring qui s'appelle Marketing Wild, où il avait interviewé un mec dont je me souviens plus, mais je te donnerai le lien et tu pourras le mettre en description. Et le mec avait rencontré exactement ce problème-là, c'est-à-dire que il avait des super résultats parce qu'il proposait une solution d'application B2B, une application mobile B2B pour faire de la gestion de je sais plus quoi. Et en fait, les gens qui venaient vers lui, c'était effectivement des gens qui étaient très sensibles aux arguments. Ah, c'est une application mobile, c'est cool parce que c'est sur mon téléphone et tout ça, mais pas vraiment sur le problème en fait. Et donc, voilà, tu peux vivre pendant 2 ans comme ça, jusqu'au moment où tu finis ton petit segment, tu vois. Ou alors parce que il y a un concurrent qui arrive. Et ça, c'est des problématiques qui sont, je trouve, très récurrentes en B2B et qui ne devraient pas exister parce qu'en fait, on devrait avoir les mêmes méthodes, que ce soit en B2C comme en B2B, parce que justement, on s'adresse juste à des humains qui ont des moteurs psychologiques et qu'il faut les trouver, et puis c'est tout en fait. Voilà. Donc c'était ma réponse fleuve. Réponse fleuve très très intéressante. J'aimerais juste rebondir un petit peu. Donc du coup, tu as parlé des leviers motivationnels ou psychologiques de ton responsable innovation. Donc j'imagine que tu fais aussi ce travail d'analyse sur son N+1 et aussi sur les devs qui vont peut-être vouloir bloquer. Donc en découvrant aussi leur propre motivation sous-jacente, ça permettra peut-être d'aider. Oui, alors c'est sûr que si vraiment tu comprends le vrai problème et que il se trouve que toi, après tu vois c'est un truc transverse, c'est-à-dire que voilà, t'as des responsables d'innovation qui ont des problèmes avec l'IT, t'as des responsables d'innovation qui ont des problèmes pour se faire mousser devant leur N+1 parce que leur N+1 une fois il leur a fait une remarque genre ouais mais eux à la concurrence ils ont fait ci, eux ils ont fait ça, des petites remarques, des trucs comme ça, et lui du coup cet archétype là va être plus sensible à ça, mais du coup ça dépend à quel point tu vas segmenter ta cible en fait. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu t'adresses que à ceux qui ont un problème avec l'IT, t'as tout intérêt à aller creuser comment tu pourrais faire pour donner les meilleures armes possibles pour que le mec puisse défendre son projet devant l'IT, machin. Tu vois, mais bon, du coup, quand t'es sur quand t'es sur un archétype un peu plus transverse qui peut avoir plusieurs de ces problèmes-là, tu comprends qu'il est sur une insécurité globale. Et que du coup, c'est sûr que ça peut être intéressant d'aller creuser du côté des autres parties prenantes. Mais après, pour mon cas que j'évoquais, on n'a pas été jusque-là. Ça a suffi juste d'aller... Ça a suffi, ouais. Ouais, je comprends. En fait, c'est peut-être ça la grosse différence entre le B2B et le B2C, c'est que le B2C... le mec ou la nana va acheter le produit et aura pas besoin de justifier auprès de toute sa famille oui j'ai acheté ce produit là, donc tu as juste besoin de persuader une personne sans prendre en compte oui finalement oui, c'est-à-dire qu'effectivement il y a toujours des jeux de politique interne et effectivement en fait c'est pas la difficulté du B2B, c'est justement en fait si tu reprends les mêmes méthodes en disant je réfléchis à mon personnage, dans quelle position il est, parce que finalement même en B2C si tu veux, qu'est-ce qui va motiver quelqu'un à passer à l'action, et qu'est-ce qui va motiver sa décision d'achat, ça va être souvent des questions de statut de lui par rapport à son entourage ou de lui par rapport à sa communauté, tu vois. Donc finalement
tu vas retrouver à chaque fois une articulation entre sa psychologie et son rapport aux autres. Donc que ce soit dans une entreprise ou à l'extérieur, il est pas, en vrai, en B2C, il est pas tout seul à se balader dans la nature, tu vois. Il fait ses choix de consommation sont finalement très souvent des moyens d'exprimer son identité et son positionnement par rapport aux autres. Ouais, c'est extrêmement pertinent. Et par rapport à ce que tu as dit relativement au concept de crossing the chasm, si j'ai bien compris, tu as beaucoup d'entreprises qui se focalisent un peu trop sur le produit, font un super produit, et en fait arrivent à le vendre parce qu'elles arrivent à vendre ça facilement aux early adopters et aux novateurs, mais parce qu'elles n'ont pas fait ce marketing dès le début, c'est ça qui va les mettre dans une situation difficile pour aller capturer les autres personnes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, finalement, en y réfléchissant, je suis pas contre l'idée de faire ça, mais le faire consciemment. C'est-à-dire que tu peux te dire, je m'en fous, je vais faire un message générique parce que de toute façon, les gens ils achètent. Mais il faut être conscient que c'est un choix court-termiste. Il faut être conscient que potentiellement tu vas te prendre un mur et que tu vas avoir un problème. Là où c'est con, c'est quand t'en es pas conscient et que tu crois que t'as un product market fit et que t'as sur un max, tu vois. C'est là que c'est ballot. Mais en vrai, après, si c'est un choix volontaire et si on se dit voilà, moi je bourrine avec des sales et je m'en fous, je veux juste augmenter mon truc et après je veux lever des fonds et tout ça, et j'ai bien conscience des problématiques, mais mon objectif c'est à court terme, c'est ça, pour pouvoir lever des fonds, pour arriver à tel tu vois, si c'est calculé, si c'est conscient, finalement, j'ai pas grand-chose à redire, c'est juste que il faut savoir où on met les pieds, quoi. Tout à l'heure, tu as parlé un tout petit peu de branding. Est-ce que tu pourrais partager avec nous quelle est ta définition ou quelle est ta vision du branding ? Ouais, alors moi, la définition que je préfère, c'est celle de Jeff Bezos. C'est le branding, c'est ce que les gens disent de vous quand vous quittez la pièce. Qui a une définition qui est vachement parlante, puisqu'on comprend que, en fait, si tu fais pas de branding, t'es pas neutre, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, même à titre personnel, tu te comportes dans la vie d'une certaine façon, tu envoies des signaux d'une certaine façon, et quand tu quittes une pièce, les gens ils disent des choses sur toi. Et pourtant, t'as pas travaillé ton personal branding, tu vois. Tu t'es pas dit je veux renvoyer telle image pour exprimer telle identité, tu vois. Donc en fait, c'est-à-dire que les marques qui ne font pas de branding, on comprend avec cette phrase qu'elles en font quand même, et du coup elles prennent des risques parce que au meilleur des cas, elles maîtrisent rien et du coup elles envoient des signaux qui sont peut-être contradictoires et qui brouillent l'intelligibilité du message. Et au pire des cas, elles envoient des signaux qui déplaisent profondément à l'audience cible. Ce qui est quand même dommage. Et elles le savent pas. Et elles pensent que voilà, j'ai pas de branding, donc je suis neutre. Mais non, en fait, on n'est pas neutre. En fait, on n'est pas neutre puisque justement les gens, ils ont une perception de nous. Donc ils ont une perception de notre marque. Et donc si je vois, c'est pour ça que je parlais de ça dans le B2B, c'est que là où les gens font le moins d'efforts en branding, c'est dans le B2B. C'est-à-dire que soit c'est dégueulasse, soit ça ressemble à tous les autres B2B, donc avec le petit bonhomme, les dessins des petits bonhommes en bleu là comme Drift. Non, c'était quoi ? C'est qui les premiers qui a mis des petits bonhommes comme ça ? C'est Segment, je sais plus. Enfin, de toute façon, maintenant tout le monde a les mêmes trucs. On est sur fond blanc, on a des trucs un peu bleus, et puis on a des petits bonhommes qui se baladent par-ci par-là. Bon. On les reconnaît, aucun élément de différenciation. Du coup, en fait, pour moi, c'est fade. Moi, je tombe là-dessus, ça ne m'indique rien du tout, tu vois. C'est-à-dire que je sais même pas dans ce que ça renvoie, je sais même pas de quoi il est question. Parce que justement, comme alors, je vais retaper sur le B2B, mais comme tous les B2B utilisent les mêmes branding, mais même pas les mêmes identités visuelles. Pour le coup, on comprend rien, quoi. C'est-à-dire que si jamais c'est pas hyper clair dans le message, là tu m'as perdu, quoi. Donc c'est-à-dire que non seulement l'intelligibilité du message est moyenne, mais en plus, c'est-à-dire que du coup je vais pas m'en rappeler. Donc le branding permet de mémoriser tes attributs, mémoriser ta mission et tout ça. Et créer des connexions dans mon cerveau pour faire des associations d'idées, tu vois, entre tel truc, ça me fait penser à telle marque, tu vois.
Donc ça, c'est un truc qu'on va se priver, donc les éléments pour faire de la mémorisation. Du coup, le branding, ça permet aussi de créer de la confiance, parce que si c'est bien clair, si j'ai bien travaillé mon branding, et que c'est bien clair ce que je propose, pourquoi, et que tous mes attributs sont cohérents, ils vont dans le même sens, du coup, je vais comprendre exactement ce que tu fais, pouvoir te placer dans la bonne catégorie, et pouvoir, savoir quand faire appel à toi, pour quelle situation. Parce qu'en fait, toi, c'est comme t'as besoin t'as besoin d'un expert en SEO, voilà. Tu préfères le mec qui se dit essentiellement expert en SEO, ou alors est-ce que tu vas faire appel à quelqu'un qui va dire je suis expert marketing digital, et qui va dire je peux vous faire du social media, je peux vous faire du SEO, je peux vous faire... En fait, je peux tout faire si vous voulez. En fait, c'est la confiance, elle est là-dedans aussi. Elle est pas juste dans les... il a des bons avis, des choses comme ça. Elle est dans le fait que j'ai l'impression de m'adresser aux spécialistes de la catégorie qui m'intéresse, tu vois. Donc elle est là aussi. Et puis le troisième élément du branding, c'est justement l'alignement dont je parlais tout à l'heure, entre la mission de la marque, et moi, mon arc narratif en tant que client utilisateur. C'est-à-dire que moi, je suis le héros de ma propre histoire, et j'ai une quête, et en fait, l'objectif, c'est que la marque, elle ait une mission tellement évidente et intelligible que cette marque devienne pour moi le guide idéal dans ma quête. Donc, je suis responsable d'innovation, je veux me faire mousser devant mon N+1, et bien, cette marque apparaît comme le guide idéal, parce que je sais pas, elle est stylée un peu, je dis n'importe quoi, mais elle peut avoir un style qui donne l'impression qu'on est hype, qu'on est dans le coup. Elle peut me donner des armes pour me faire mousser. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je pensais il y a pas longtemps à Germinal. Donc tu vois, c'est quoi Germinal ? En fait, avant, c'était une agence d'acquisition. Ouais. Enfin, de grosse acquisition. Et après, ils ont fait un pivot en mode formation, truc comme ça. Et en fait, au moment où c'était une agence plutôt, il y avait une petite hype sur leur agence. Et en fait, tu vois, je pense que il y a dû avoir des responsables marketing, tu vois, qui ont fait appel à Germinal pour venir les aider sur une mission grosse ou compagnie, en se disant que l'image de Germinal, qui est un peu hype, un peu c'est les stars du gros start-up de l'époque, tu vois, et en fait il va utiliser cette image pour que ça je vais pas dire que ça reflète sur lui, c'est que tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il il va faire du multiband, c'est-à-dire que non seulement il vient de faire une prestation, mais il va bénéficier de l'image du prestataire qui va faire venir, tu vois. Donc il y a ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand il dit je veux faire appel à Germinal, en fait il envoie le signal. Moi je suis hype, je sais les trucs qui sont à la mode et tout ça, tu vois. Donc en fait il a son arc narratif à lui, et du coup il y a cet alignement, c'est-à-dire que quand on fait un choix, que ce soit en B2C comme en B2B d'ailleurs, en fait on veut acheter quelque chose qui va nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes, ou alors une version de nous-mêmes qui est alignée avec l'image qu'on aimerait avoir de nous-mêmes, tu vois. Donc c'est à tout ça que sert le branding, tu vois. Et ça c'est des trucs qui sont non seulement dommage de ne pas l'utiliser, mais en plus si vous ne les utilisez pas, eh bien ça peut se retourner contre vous, parce que ça peut être négatif, tu vois. Ça, et alors encore après, il y a encore évidemment d'autres arguments, mais le branding, du coup, forcément, si ça vous permet d'être différenciant sur un marché, ça crée des barrières à l'entrée qui ne sont pas réplicables. C'est-à-dire que j'ai une liste de features de fou à l'instant T, mon produit c'est le meilleur parce qu'il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Quelles sont les garanties qui vous permettent de croire que vous allez pouvoir garder vos barrières à l'entrée dans un an ? Il n'y en a aucune. La seule chose que vous pouvez faire, c'est construire un branding qui, lui, ne sera pas réplicable, puisqu'il sera basé sur votre ADN, votre identité et tout ça. Et vous allez pouvoir raconter une histoire et engager les gens, les toucher dans les émotions et les engager avec votre projet.
parce que ça va résonner avec leur arc narratif à eux. Et ça, ça c'est un truc qui se valorise énormément. C'est-à-dire qu'une marque, c'est un asset qui vaut énormément d'argent en termes de valorisation intrinsèque, même avec des VC ou des choses comme ça, tu vois. Et non seulement ça donne une bonne image, mais alors je vais te donner encore un dernier argument qui est vraiment indispensable aussi, c'est que du coup, quand on raconte quelque chose, ça va travailler la marque employeur aussi. C'est-à-dire que ça va donner envie aux gens de venir, et peut-être même, et là on est sur un 3e niveau de lecture, mais quand on est un employé, en fait, nous aussi, dans le travail qu'on va choisir, on s'aligne avec une version de nous-mêmes, tu vois. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a l'achat, donc il y a les clients qui achètent, il y a la mission et l'identité qu'on va projeter pour rentrer en phase avec nos clients, mais finalement, les bons employés qui vont être attirés, c'est un peu comme si on était en train de jouer à un autre jeu où c'était eux des clients, d'autres types de clients sur un autre niveau qui venaient, qui venaient eux aussi s'intéresser à la boîte parce qu'eux aussi venaient s'aligner avec la mission de la boîte et que eux aussi ils étaient engagés. C'est-à-dire que du coup, avec des employés engagés pour la mission et l'identité de la boîte, vous allez avoir moins de turnover et des gens qui vont travailler plus, tu vois, des gens plus engagés, donc ils vont être plus motivés, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça joue à tellement de niveaux le branding que c'en est vraiment indispensable en fait. Carrément. Et du coup, est-ce que tu auras un exemple en tête d'une boîte B2B qui, selon toi, fait un bon job au niveau du branding? Alors oui, il y a Alan. C'est une marque qui fournit des assurances en ligne, qui fait qui a fait un gros travail de branding. Alors notamment, justement cet après-midi, j'étais en train de lire un article sur leur Golden Circle, leur why. Le Golden Circle, c'est un concept de Simon Sinek qui sous-entend qu'en fait, c'est pas qui sous-entend, mais qui explicite qu'il faut arrêter de vendre le what, donc arrêter de vendre vos listes de features, par exemple, et de vendre le why, c'est pourquoi vous faites les choses. Et pour la simple et bonne raison que quand on explique pourquoi on fait les choses, du coup on va justement amorcer l'identification et l'emphase avec la mission de l'entreprise. Et pour le coup, une fois qu'on a expliqué qui on est, pourquoi on fait les choses, on explique après c'est quoi nos objectifs et comment on compte faire. Donc là c'est le how, le comment. Et à la fin, on dit voilà ce qu'on propose. Donc pour te donner l'exemple de Alan, parce que le truc je l'ai sous les yeux si tu veux. Alan a vraiment fait un effort pour réfléchir à son Golden Circle et embarquer les gens dans quelque chose qui a beaucoup plus de hauteur que juste c'est pratique, c'est une assurance en ligne et puis c'est tout quoi. Et c'est un truc qui va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que leur why c'est we believe that being in good health is a basic need, tu vois. Donc ils sont sur un truc une vision vachement plus générale. Et donc à titre personnel comme à titre professionnel, tout le monde devrait être en bonne santé, tu vois. En gros. Donc ça c'est leur vision. Après, du coup, ils ont comment ils comptent faire. Ils décident qu'ils vont challenger le statu quo en crafting beautiful design tools that empower our users to live better and healthier with minimal effort. Voilà. Donc ça c'est leur mission. Oh yeah. Leur mission c'est ça. Donc on va challenger le statu quo de la situation de l'assurance professionnelle en France. Et c'est vrai qu'avant qu'ils arrivent, c'était un peu poussiéreux tout ça, en toute honnêteté. Donc finalement, arriver avec une vision supérieure et dire voilà, on va bousculer le statu quo, on va vous rendre la vie plus simple pour que vous soyez en bonne santé, ça c'est la réflexion, tu vois. Et après, une fois que tu as expliqué tout ça, tu dis et voilà mon SaaS. Tu vois, ça a beaucoup plus de sens que de dire mon SaaS il est bien parce que il y a telle feature ou telle feature en fait. Et ça c'est une réflexion de branding où on va travailler notre mission, mais pas tout seul de notre côté. C'est-à-dire que bien souvent dans les méthodes de branding, ils vont dire travaille ton why, mais c'est pas hors sol, c'est pas moi quel est mon why, quel est mon comment et tout ça. C'est vraiment réfléchi pour toucher
les aspirations d'une audience cible. C'est-à-dire que, justement, on peut supposer, avec une mission comme ça, avec un Golden Circle comme ça, on peut supposer que dans leur user research, ils se sont rendus compte que les utilisateurs d'assurance professionnelle, ils en avaient un peu marre d'être en face de trucs archaïques, en fait, tu vois. Et que finalement, leur plus grosse pénibilité, finalement, ce qu'ils détestaient le plus dans la catégorie de l'assurance professionnelle, c'était le côté pas fluide, pas fun, pas jeune. Et que eux, du coup, ils ont compris ça. Ils se sont dit, ok, donc là, notre différenciation, ça va être de revendiquer l'écosystème actuel, donc tous les concurrents actuels, comme des ennemis, puisqu'ils participent au statu quo. Et nous, on va débarquer et on va dire, ouais, nous, on challenge le statu quo. Voilà. Et pour le coup, il y a fort à parier que c'est effectivement le branding d'Alan qui a touché les gens, et que s'ils avaient fait un truc tout moche en disant nous c'est super parce qu'on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, ça aurait eu beaucoup moins d'impact. Très bon exemple. Donc du coup, tout ce branding, comment une entreprise B2B va faire pour l'exprimer de la manière la plus efficace auprès des audiences qu'elle va cibler? Ouais, en fait, comme je disais, il faut vraiment partir de ces archétypes. C'est-à-dire que du coup, tu as les personas et puis tu as les archétypes, qui sont pour moi deux choses différentes, parce que dans les personas, souvent, on va avoir des éléments démographiques. Et pour moi, c'est pas très pertinent, les éléments démographiques, parce que on peut avoir des gens qui ont le même moteur psychologique et qui n'ont pas les mêmes éléments démographiques. Et pour le coup, du coup, partir de ces personas et essayer de comprendre c'est quoi les moteurs psychologiques des archétypes. Après, ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber les éléments démographiques, mais c'est juste que après tu peux t'en servir pour segmenter, tu vois. Mais c'est pas ça qui va te donner les moteurs psychologiques. Après c'est en fonction, c'est-à-dire que soit tu te lances et du coup tu te choisis juste un archétype particulier avec une segmentation démographique pour être hyper pertinent sur ce segment, tu vois. Soit tu as déjà plein de clients et du coup tu vas chercher à comprendre qu'est-ce que tu pourrais bien raconter qui serait en phase avec des éléments transverses dans les moteurs psychologiques, tu vois. Je te donne un exemple de produits bio, par exemple. Dans les produits bio, tu vas avoir des gens qui veulent sauver la planète, et tu vas avoir, alors je te schématise de façon très caricaturale, hein, mais tu vas avoir plutôt des gens qui veulent sauver la planète, et d'autres qui veulent plus manger sain pour leur santé, tu vois. Et c'est-à-dire que là, du coup, tu vas dire, bon, qu'est-ce que je pourrais bien raconter qui va rentrer en phase avec ces deux archétypes-là. Et alors, du coup, bien souvent, ça va passer par essayer de trouver des ennemis communs. Et là, pour le coup, le secteur, je sais pas moi, le secteur actuel de l'agroalimentaire, les lobbies, les choses comme ça qui font que, du coup, tu peux te retrouver avec du bio, pas bio, ou des choses comme ça, ou alors tu peux te retrouver avec des gens qui font du greenwashing et puis qui abîment la planète, ce genre de trucs, tu vois. En fait, ça va être un élément commun entre les deux archétypes. Donc l'idée n'est pas de trouver les éléments transverses qui vont toucher mes archétypes et d'inventer un branding juste pour leur faire plaisir, parce que ça tient pas sur le long terme. En fait, moi j'ai déjà essayé et ça ne marche pas, parce que du coup il faut des ressources et des efforts considérables pour se rappeler de ce qu'on avait dit et ce qu'on n'avait pas dit, et ça fonctionne pas. En fait, il faut vraiment se baser sur de la vérité, et du coup, en fait, une fois qu'on a compris ça, on va chercher dans l'ADN utile. Alors moi, ce que j'appelle l'ADN utile d'une boîte, ça va être toutes les valeurs, l'histoire des fondateurs, mais pas on va noter tout de façon exhaustive, et après on va extraire ce qui est utile pour toucher les archétypes, tu vois. Et en fait, ça m'arrive souvent de tomber sur des gens qui disent ouais, mais nous c'est pas si intéressant que ça, tout ça, et finalement quand je creuse, je trouve toujours des raisons qui ont fait qu'ils sont arrivés là, ou des accointances, des choses à raconter, et justement un moyen de raconter un why, un how et un what qui va venir rentrer en phase avec les aspirations profondes des archétypes. Donc pour moi, il y a le Golden Circle qui est importante, il y a je préconise une version du Minimum Viable Brand, du MVB, qui va se concentrer donc sur les valeurs, les ennemis, les armes, la mission. Donc la mission, elle est dans le why, donc c'est pareil.
une tonalité, une apparence. Voilà. C'est des workshops, des choses comme ça pour travailler vraiment ce MVB. Et puis il y a un dernier élément qui est important, c'est un mapping concurrentiel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tous ces éléments-là, eh bien on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre plus en avant des éléments qu'on a identifiés par rapport à ce qui existe sur le marché. Et le mapping concurrentiel, c'est un graphique sur 2 axes où on choisit 2 attributs et on teste les attributs et on voit lequel nous différencie le plus, lequel nous permet d'être le plus isolé et d'avoir un avantage concurrentiel sur le marché. Tu vois. Du coup, on va changer un petit peu de braquet. Tu as un podcast qui est focalisé sur art, un framework que beaucoup de gens connaissent. On va peut-être pas développer chaque aspect de ce framework, mais est-ce que tu pourrais dire, parmi les clients avec lesquels tu as travaillé, sur quel aspect, selon toi, ils avaient tendance à avoir pas trop compris le concept, ou alors ils avaient tendance à galérer avec le concept? Eh ben, il y a pas mal de gens qui galèrent avec le concept, en vrai. C'est parce que il y a beaucoup d'incompréhension sur le fait que c'est pas un funnel, déjà, pour commencer. C'est que les gens croient que c'est un funnel chronologique. Tu vois, qu'après acquisition, il y a activation, qu'après activation, il y a la rétention, après il y a le referral. Et faut pas chercher très loin pour trouver des exemples où ça se passe pas du tout de façon chronologique. En fait, il faut... tu peux très bien faire du referral avant même d'être activé, ou tu vois, tu peux même faire du referral avant même d'avoir acheté. Enfin, c'est pas chronologique du tout. Et en fait, il faut juste voir ça comme un modèle où on doit travailler la rétention, on doit travailler l'activation, on doit travailler l'acquisition, on doit travailler chacun de ces éléments. Mais ça ne veut pas dire que c'est des étapes dans un funnel où les gens vont d'une étape à l'autre, tu vois. Et par rapport au concept de Growth Loops, pour les différents aspects du framework, est-ce que tu aurais des exemples peut-être à me donner? Ben oui, c'est-à-dire que par exemple une Growth Loops, alors c'est pas la définition de Reforge. Alors justement, parce qu'il se trouve que j'ai fait Reforge, c'est un programme, une sorte de formation, tu vois, pour les growth et pour les PM et tout ça. Et du coup, j'ai bien compris la malice du truc. Et du coup, j'ai retenu que ce que j'avais envie de retenir. Et j'ai un peu déconstruit les trucs qui étaient là pour disqualifier le modèle art, tu vois. Et tu vois, par exemple, la viralité dans Reforge est une growth loop d'acquisition. Alors que pour moi, c'est une growth loop de referral. Tu vois, la viralité d'un produit où les gens se le partagent, tu vois. Pour moi, c'est du referral, tu vois. Mais du coup, on n'a pas les mêmes définitions, tu vois. Donc là, moi, ce que je vais te répondre là, ça va être mes réponses à moi et pas les réponses officielles de la grosse loop de Reforge. Donc, typiquement, une grosse loop de referral, c'est ça. C'est quand tu crées quelque chose qui va créer de la viralité où les gens vont se le partager. Mais tu peux avoir des grosses loops de rétention qui vont être, par exemple, liées au modèle hook de Nir Eyal, tu vois. Je sais pas si tu connais ce truc-là, c'est quand il y a un trigger qui va te déclencher, alors soit un trigger interne, genre je me fais chier, soit un trigger externe, genre j'ai une notif, tu vois, qui va venir déclencher une action, donc j'ouvre l'application, et derrière tu vas avoir, ça va te fournir des rewards aléatoires. Donc du coup on connaît ces mécanismes, hein. C'est moi j'en suis moi-même accro, genre si tu ouvres ton LinkedIn pour voir si tu as des notifs, ou tu ouvres ton YouTube pour scroller et voir les vidéos qu'on va te proposer, tu vois, c'est avec les scrolls infinis et les choses comme ça, bon t'as compris. Et après t'as une partie d'investissement où du coup investissement ça va être genre par exemple tu vas aller commenter, tu vas aller répondre à un tweet ou ce genre de truc, tu vois, et du coup tu te réinvestis émotionnellement encore plus. Et du coup, tu quittes le service, par exemple. Et du coup, après, ça va être encore plus fort quand il y aura un trigger. Comme tu as fait un investissement émotionnel pour participer, du coup, ça va accentuer ton trigger, parce que quand tu auras un trigger, tu vas vouloir savoir si quelqu'un a répondu à ta réponse, tu vois, ce genre de truc. Bah oui. Donc là, c'est typiquement une loops de rétention, tu vois, qui, du coup, est imbriquée dans le produit. Mais bien souvent, les grosses loops
sont des choses qui sont très liées au produit, parce que c'est product-led growth, c'est-à-dire que c'est structuré dans le produit pour pouvoir permettre ces grosses loops, tu vois. C'est pas quelque chose on arrive sur un produit qui est fait n'importe comment et on dit tiens, on va faire une grosse loop. Non, il faut que ce soit intégré dans le truc pour que ça roule, ça tourne bien, justement. L'autre fois, quand on avait discuté ensemble, tu m'avais parlé d'effets d'écosystème avec l'art. Je trouvais ça super intéressant. Est-ce que tu pourrais développer par rapport à ça ? Ouais, alors mais ça c'est encore un autre truc, c'est que art, il est pas tout seul. Mais c'est encore une fois, c'est une interprétation de ma part, j'ai vu personne parler de ça. En fait, si tu pars du principe que tu as un compte Instagram et que ton business c'est ton compte Instagram, ben il y a un art qui s'applique à ton compte Insta. T'es d'accord ? C'est-à-dire que les gens découvrent ton compte Insta, ils trouvent ça cool, ils s'abonnent, activation, ils restent en contact avec tes stories, tes machins, donc rétention, ils partagent tes trucs ou alors ils s'engagent avec tes reels et du coup ça fait du referral involontaire puisque du coup ça va toucher d'autres gens parce que tu as été engagé, donc du coup ils se sont dit tiens, vu que lui il est engagé, du coup ça va toucher d'autres gens. En fait, tu as le modèle art sur tout, en fait, sur un compte Insta, sur une chaîne YouTube, sur n'importe quoi, sur un forum, sur absolument tout. Si jamais tu as un business avec ton art principal, qui crée ton revenu, et que tu as un compte Insta, bah, tu te retrouves avec deux arts. Donc c'est-à-dire que tu as ton petit art de Insta qui peut travailler et t'aider à faire grossir ton gros art. Et c'est que là, on va se retrouver avec des passerelles entre les petits arts de notre écosystème et le gros art principal, qui est lui le gros art principal parce qu'il crée le revenu. Mais imaginons que ton business se casse la gueule et que finalement tu deviennes un influenceur Instagram et que tu fasses beaucoup plus de thunes avec du placement de produits, bah ton art principal, ça devient le art d'Instagram, tu vois. Parce que c'est ça qui t'apporte le plus de revenus, tu vois. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir un écosystème où on comprend que chacun de nos briques de notre écosystème sont des petits arts et qu'il faut faire articuler tout ça ensemble, tu vois. Une des autres incompréhensions du modèle art, c'est de l'appliquer à son produit principal. Par exemple, un SaaS, je vais prendre l'exemple du SaaS B2B, puisqu'on parle B2B. Voilà, j'ai mon SaaS B2B, donc là j'ai mon modèle art qui, en général, sur un SaaS B2B, ça s'applique plutôt bien, tu vois. Même les gens qui le prennent de façon chronologique, ils arrivent à se débrouiller avec. Il se trouve que ta rétention, elle peut se jouer juste uniquement à est-ce que les gens reviennent dans mon SaaS ou pas. Mais en fait, tu as des leviers de rétention qui vont être en dehors de ton SaaS et qui pourront être dans ton écosystème. Exemple, l'Emlist, son levier principal de rétention est un groupe Facebook. C'est pas, en fait, là où ça se travaille sa rétention, c'est sur le groupe Facebook l'Emlist, c'est pas dans le SaaS. Tu vois. Et l'exemple récemment là qui me, on reste dans l'écosystème français, l'exemple de Spendesk est un exemple très parlant, parce que Spendesk, du coup, est un SaaS donc pour les factures, les DAF et tout ça. Et donc, ils ont créé une brique dans leur écosystème qui s'appelle CFO Connect, où c'était une communauté indépendante qui pourrait vivre d'elle-même, où en fait, ils recrutent des DAF, enfin, ils essaient de les attirer avec du contenu, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie de contenu spéciale pour CFO Connect, où les DAF débarquent, et du coup rencontrent d'autres DAF, peuvent communiquer sur leurs problématiques, donner leur avis, consommer du contenu. En fait, ils se retrouvent dans une communauté de DAF. Et le truc, c'est Buy Spendesk. Et en fait, ils ont un modèle art qui tourne sur le CFO Connect, avec comment on fait pour activer les gens. Donc, en fait, ils travaillent vraiment comme un produit à part entière, tu vois, où ils se disent, bah voilà, si la personne est rentrée dans la communauté et qu'au bout de tant de temps, elle n'a pas fait ça, il n'est pas activé, tu vois. Donc, ils travaillent vraiment la rétention, comment on fait pour les faire revenir dans le forum et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, une fois qu'ils estiment qu'ils sont assez mûrs, ils font des passerelles entre leur petit art de CFO Connect et le gros art de Spendesk. Donc voilà, c'est des choses qui évidemment sont là de fait. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas, vous vous dites pas tiens, je vais créer une communauté pour mes clients pour qu'ils puissent traîner là et que ça crée de la rétention et que ça puisse me servir aussi de vecteur d'acquisition et pour créer de la confiance et tout ça, eh bien en fait vous avez, même si vous communiquez sur LinkedIn ou tout comme ça, vous avez déjà des petits arts en fait. Donc l'idée c'est de comprendre comment tout ça peut communiquer et à quel moment vous envoyez plutôt, vous essayez plutôt de fidéliser les gens sur votre profil LinkedIn ou alors vous essayez de les sortir pour les envoyer vers votre gros art, quoi. Ouais, super intéressant. J'avais jamais entendu parler de ce concept, donc. Je t'avoue que moi non plus. Ouais, c'est tout nouveau, c'est génial.
Yann, merci beaucoup pour ton intervention. Avec plaisir. Si l'audience veut... Ouais, franchement, c'est super cool, hein, j'ai kiffé. Si l'audience veut se connecter avec toi, comment ça se passe? Eh bien, sur LinkedIn. Ouais, le mieux, c'est sur LinkedIn, c'est ça le mieux. Après, je pense que si vraiment les gens sont intéressés par les contenus que je peux proposer, le mieux, ça reste la newsletter La Grosse Semaine, puisque en gros, je fais de la curation, je fais de la veille, je fais de la curation de contenu de tout ce qui m'intéresse en gloss. Donc vraiment, comme je suis tout le temps en train de creuser, je suis très curieux, du coup, je fais la veille pour vous, quoi. Donc c'est intéressant en soi. Et puis en plus, moi, je glisse après mes trucs dedans. C'est-à-dire que quand je fais un podcast, quand je fais une vidéo YouTube ou quand je propose un truc, et ben c'est dedans. Donc du coup, voilà, c'est tout bénef. Et du coup, ça c'est mon levier de rétention. Donc c'est mon petit art qui dans mon écosystème assure la rétention, c'est la newsletter, par exemple. Voilà. Ok. Eh ben, on va dropper tous les liens, comme ça les gens pourront s'abonner. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup Yann. Avec plaisir Moni, et merci pour l'invitation.